Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de théorie consacrée au déroulement de l'épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones. Afin de suivre correctement ces théories et prédictions, il faut bien évidemment avoir déjà regardé les vidéos consacrées aux épisodes 1 à 3, et sachez que quand j'aurai terminé cette série un petit peu spéciale, qui ressemble un petit peu à de la fanfiction, avec l'épisode 6 du coup, puisque la saison 8 ne comptera que 6 épisodes, eh bien alors je reviendrai à des vidéos de théorie un peu plus classiques, toujours sur Game of Thrones. Même s'il s'agit ici de vidéos de théorie de fanfiction, comme je le disais à l'instant, eh bien je m'appuie quand même sur les éléments d'information disponibles actuellement sur cette saison 8, du coup si certains d'entre vous ne veulent prendre absolument aucun risque avec un spoiler potentiel, eh bien peut-être que ce type de vidéo n'est pas fait pour vous. En fin d'épisode 3, nous avions laissé un Winterfell encore debout suite à l'attaque du Roi de la Nuit, mais aussi de nombreux morts, les armées de Daenerys et Jon largement décimées, et les occupants du château en fuite en empruntant un passage secret dans les cryptes. Le dragon Rhaegal avait été tué dans la bataille par la flamme bleue de Viserion, et Jon avait été capturé par la Compagnie Dorée. C'est là justement que nous reprenons. Jon rencontre Harry Strickland, le capitaine des mercenaires. On retrouve Jon et plutôt qu'être effrayé, il est exaspéré. Comment peuvent-ils rester les bras croisés alors que des milliers de personnes risquent de mourir sous l'attaque des armées du Roi de la Nuit à Winterfell? Et oui, il faut bien se rappeler que lorsque Jon était parti pour attirer à sa poursuite le Roi de la Nuit à d'autres dragons, eh bien la bataille faisait encore rage. Harry Strickland, le chef des mercenaires, a bien écouté la petite tirade de Jon, il hoche la tête et lui répond de façon assez laconique « Merci pour l'information ». Jon le regarde avec étonnement et on l'emmène dans un autre endroit. Fort de ces nouvelles informations stratégiques, Harry Strickland décide d'envoyer une bonne moitié de ses hommes disponibles vers le nord, vers Winterfell, et il convoque aussi un homme, il va lui confier une mission de messager. Pendant ce temps, Cersei Lannister est dans ses appartements de Port-Réal, elle y reçoit Tycho Nestoris, le représentant dans la Banque de Fer, et là pour s'assurer que la nouvelle dette contractée pour obtenir la Compagnie Dorée pourra être honorée. Et Cersei lui confirme qu'elle fait bon usage des troupes pour raffermir son pouvoir et affaiblir celui de ses adversaires. Retour au nord, souvenez-vous de la fin de l'épisode 3, Daenerys, juchée sur Drogon, était à la poursuite de ceux qui apparemment avaient emmené Jon. Alors que la Reine des Dragons affronte les assauts d'un vent glacé sur son dernier dragon en vie, elle aperçoit une forme qui approche dans sa direction au sol. Et il s'agit d'un cavalier, un cavalier qui lui fait signe, et le spectateur reconnaît l'homme missionné par Strickland. Méfiante, Daenerys décide de se poser, et dès qu'il est à portée de voix, le cavalier se met à hurler « Jon Snow est notre prisonnier, si vous nous suivez, il meurt, si vous attaquez la capitale, il meurt, et si je ne suis pas Dracarys ». Et oui, elle vient de le cramer. Alors que l'envoyé vient de se faire carboniser par Drogon, on peut lire un mélange d'angoisse et de colère dans le regard de Daenerys. Pendant ce temps, à Winterfell, les survivants sont évacués sous la protection des troupes de Jaime qui repoussent les quelques spectres restés sur place. Le limier reste en première ligne et engage notamment le combat contre plusieurs Immaculés qui ont rejoint l'armée des morts. De leur côté, Sansa, Tyrion et Varys se sont conciliés et ils ont estimé que la meilleure solution consistait à tenter de ramener les civils jusqu'aux Airiers, un lieu assez éloigné mais relativement sûr. Et au bout de quelques temps, fatalement, le détachement de la Compagnie Dorée, envoyé par Harry Strickland, finit par arriver sur place, et apparemment leurs intentions sont clairement de prendre Winterfell, alors que maintenant la forteresse n'est plus défendue. On aurait là encore une belle preuve de la folie des hommes qui s'occuperaient de ce genre de petites histoires, alors que la plus grande menace pour l'humanité serait en train de détruire le reste du Nord. Jaime réfléchit à la façon de repousser cette troupe tout en protégeant les réfugiés, mais Daenerys revient alors, et le face-à-face avec Jaime est particulièrement tendu. Et Daenerys révèle alors, notamment à Arya et Sansa, que Jon est le prisonnier de la Compagnie Dorée et qu'ils ne peuvent pas se permettre de riposter sans mettre sa vie en danger. Sur ce, Ser Jorah se propose d'aller parlementer avec ce détachement, et le commandant justement de ces hommes reconnaît en Ser Jorah un ancien compagnon d'armes, puisque Ser Jorah a fait partie de la Compagnie Dorée avant de rejoindre le service de Daenerys, et ils parviennent à atteindre un accord de non-agression pour le moment. De son côté, Arya annonce immédiatement qu'elle part rechercher Sam et Bran qui sont restés à l'intérieur. Brienne refuse de la laisser partir toute seule, et Sandor et Jaime s'invitent également à la fête. Ils s'engagent tous les quatre dans le souterrain vers Winterfell. Les mercenaires se mettent en marche et abattent assez facilement les quelques spectres qui restaient autour de la grande forteresse du Nord, et ils se mettent à attaquer la porte du château à grands coups de bélier. Et malheureusement, la magie de Bran qui tenait les morts à distance n'a aucun effet contre les humains, et Winterfell cède alors dans un dernier soupir d'agonie lâché par le bois déchiqueté de son portail. Et Bran rechigne à quitter les lieux car il continue à rechercher des réponses dans les souvenirs immémoriaux du Baral du bois sacré. Toutefois, Sam et lui comprennent qu'ils n'ont pas le choix. Les mercenaires se déversent alors à l'intérieur de Winterfell et ils mettent le feu à toutes ces structures de bois, et on découvre à cette occasion qu'ils sont en possession de quelques jarres de feu grégeois. Du coup, même avec la
neige, rien ne peut y résister. Courageusement, Sam porte Bran sur son dos, ils essaient de passer inaperçus, mais ils se font pourchasser. Et c'est alors que Arya, Jaime, Brienne et Sandor surgissent de la crypte et abattent une dizaine de poursuivants pour rejoindre la sécurité relative du passage secret. Après que le groupe, et notamment Bran, ont enfin pu rejoindre les autres survivants, Daenerys s'apprête à lui révéler que Jon est prisonnier, mais Bran la regarde intensément et lui répond « Je sais, Sam et moi devons absolument nous rendre à Dragonstone au plus vite. » Puis à Arya, « Tu dois libérer Jon, il est notre seul espoir. » 3 groupes se forment alors, la majeure partie des survivants, menés par Sansa et Lyanna Mormont, se dirigent vers les Airiers pour tenter d'y trouver un lieu sûr pour les civils rescapés. Daenerys, Bran, Sam et sa petite famille partent sur Drogon en direction de Dragonstone et des mystères de ses peintures rupestres. Tandis que Jaime, Tyrion, Arya, Brienne, Podrick, Sandor, Varys, Davos et Gendry partent en direction de Port-Réal avec une troupe réduite. Leur objectif est de parvenir à libérer Jon, que ce soit par la négociation, la ruse ou la force. Pendant ce temps, on découvre Théon et Yara en mer. Ils observent les navires que Euron a laissés à Blanc-Port, la grande cité portuaire du Nord, prise auparavant par le roi des Fernets et la compagnie dorée. De toute évidence, ils préparent une attaque surprise de nuit. Une ellipse temporelle plus loin, on retrouve Cersei qui règne toujours d'une main de fer sur Port-Réal. On découvre que Euron partage sa couche, mais un plan sur le visage de la reine nous révèle le dégoût qu'il continue de lui inspirer. Quelques instants plus tard, Cersei s'entretient avec Qyburn, qui lui confirme la nouvelle réjouissante de la chute de Winterfell et de la déroute des armées de Daenerys. Néanmoins, des rumeurs inquiétantes demeurent sur l'avancée d'une armée des morts en direction de la capitale. Par la force des choses, Jon lui aussi est arrivé prisonnier à King's Landing. Il est relativement bien traité car Cersei a parfaitement conscience de l'importance de ce prisonnier en tant que moyen de pression pour empêcher Daenerys et ce qui lui reste de troupes d'attaquer. Cersei fait amener Jon sur les hauteurs, sur les remparts de King's Landing et elle le confronte à l'information qu'elle a obtenue grâce aux oisillons de Qyburn. Il serait donc le fils de Rhaegar et Lyanna et un prétendant au trône. Évidemment, Jon se défend de toute ambition et lui assure que c'est folie de se préoccuper de pareilles affaires, alors que le roi de la nuit sera bientôt là pour assujettir 1 million de personnes et apporter l'extinction définitive de la vie sur Westeros. Cersei, comme à son habitude, lui rétorque par une moue et elle lui permet de regarder par-delà les remparts l'étendue des forces de la Compagnie Dorée, avec notamment leurs éléphants de guerre qui sont déployés au pied de la capitale. Pendant ce temps, Daenerys, Sam et Bran sont arrivés à Dragonstone et il devient de plus en plus évident pour Gilly que la reine des dragons est enceinte. Gilly parle avec elle et lui conseille de se confier à Sam, qui s'y connaît en médecine. De son côté, Bran observe les indices laissés par les enfants de la forêt dans les cavernes de l'île, et Sam est plongé dans ses livres pour tenter d'y donner un sens. De son côté, le groupe de Jaime, Arya et compagnie avance dans les Riverlands, mais ils doivent bien se rendre à l'évidence, l'armée des morts est sur leurs talons. Et oui, les morts avancent à une vitesse relativement lente, mais ils marchent nuit et jour contrairement aux humains et à leurs montures. Il devient très difficile de garder sur eux une courte avance. Et fatalement, une nuit, une attaque s'abat sur le campement provisoire. Je dis une nuit même s'il est de plus en plus difficile de distinguer le jour de la nuit, alors que l'influence du roi de la nuit s'étend de plus en plus sur le territoire des humains, mais quoi qu'il en soit, les morts sont sur eux. Dans cette obscurité de carnage et de chaos, les coups pleuvent et chaque héros a bien du mal à éviter les lames et les dents ébréchées qui veulent déchirer leur chair, mais soudain des ombres surgissent d'entre les arbres et s'attaquent aux morts. Il s'agit de loups. Évidemment, Arya reconnaît Nymeria et sa meute. Après ce sauvetage in extremis, les humains épuisés et blessés lèvent le camp et repartent dans leur fuite éperdue vers le sud. Quelques heures plus tard seulement, alors qu'un jour très pâle se lève à l'horizon, une ligne de spectres apparaît derrière eux alors que la petite troupe de Arya et compagnie vient juste de quitter le couvert des arbres. Le groupe épuisé finit par former une position défensive pour un dernier baroud d'honneur pour vendre chèrement leur peau, mais c'est alors que surviennent des prêtresses rouges et leurs soldats qui se jettent dans la bataille. Mélisandre a tenu sa promesse, elle est revenue avec Kinvara et d'autres prêtres et prêtresses de R'hllor pour la dernière bataille de l'Aube. Et leurs pouvoirs joints permettent de conjurer des flammes sous les pieds des spectres et d'un marcheur blanc qui s'effondre en poussant des cris inhumains. Un plan sur le roi de la nuit haut dans le ciel sur Viserion nous montre qu'il a senti au travers de son lien télépathique la présence de cet ennemi bien particulier. Retour à Blanc-Port, nous n'avons pas assisté au déroulement de la bataille, mais le résultat est bien là. Théon et Yara ont infligé leur première défaite aux partisans de Euron, leur oncle, et au passage, ils ont récupéré quelques navires pour venir renforcer leur propre flotte. À Dragonstone, on retrouve Bran qui affiche toujours cette expression impassible et indéchiffrable, et Sam lui parle d'un ton désespéré. Tu dois te tromper, cherche encore, ça ne peut pas être la seule solution, voyons, ce n'est pas juste, ça ne peut pas se terminer comme ça. Puis un plan sur Daenerys qui pose sa main sur un ventre très légèrement arrondi. Enfin, retour à Port-Réal, dans la chambre royale, Cersei se réveille en pleine nuit en sueur, et elle découvre avec effroi que son lit est couvert de sang, le sien. C'est tout pour cet épisode, mais surtout ne ratez pas les épisodes 5 et 6. Si ça vous a plu, évidemment, merci de laisser un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et puis, merci tout particulièrement à ceux parmi vous qui me soutiennent sur Tipeee. C'est très précieux pour poursuivre cette aventure YouTube.
Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!